Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du marché des small et mid cap en Europe, avec notamment le prisme de l'actionnariat familial. Nous en parlons avec Clémence Dorothy-Jacob, qui est gérante chez Richelieu Gestion. Bonsoir Clémence. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Et vous gérez notamment le fonds Richelieu Family chez Richelieu Gestion. Mais de manière un peu globale, comment vous regardez alors, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, ce regain d'intérêt qu'on a vu à travers les performances des marchés, des small et mid cap, notamment en Europe, depuis une paire de mois, j'ai envie de dire, avec un retour de surperformance même de ces petites et moyennes valeurs par rapport aux indices de grande capitalisation. Quels ont été les drivers de ce mouvement et qu'est-ce qui a caractérisé ce regain d'intérêt, Clémence ? C'est vrai, on a un regain d'intérêt qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, puisqu'on a eu 3 mois consécutifs de surperformance des petites capitalisations, mars, avril, mai. Alors, ça n'a pas permis de rattraper le retard, puisqu'en début d'année, elles avaient quand même sous-performé. Et encore, quand on regarde encore plus dans le rétroviseur, encore plus loin, on a 20% de sous-performance depuis 2 ans, 30% depuis 3 ans, les indices stocks. Donc, effectivement, le chemin sera encore long. Néanmoins, on voit vraiment un regain d'intérêt qui va de pair avec une détente des taux longs. Il y a vraiment... c'est assez impressionnant de voir que la surperformance des small caps s'est arrêtée le jour où les taux ont commencé à monter. Et là, la corrélation, elle est immédiate. Elle est immédiate. Et forte. On a des tableaux, on a des graphes, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, en décembre dernier, où on a commencé à avoir une détente du moins des banquiers centraux, moins au quiche, avec quand même une volonté d'accepter dès 2024 des baisses de taux, ce qui n'était pas gagné en début 2023. Là, on a vu un début de regain d'intérêt sur les small caps. Et c'est assez intéressant. Après, d'un point de vue sectoriel, on a vu dernièrement aussi une accélération des OPA dans des secteurs qui étaient sous-valorisés, alors du moins qui avaient sous-performé. Énergie renouvelable, c'est un bon exemple. On a à la fois Neoen en France, Encavis en Allemagne, 2 OPA. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, intéressant ou frustrant, si vous gardez le prix après prime d'OPA, on est encore bien en dessous des niveaux de septembre 2022. Donc en fait, c'est très attractif pour un acquéreur, parce que les niveaux sont à la casse. Pour des investisseurs long terme, pour nous, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, on n'a pas trop envie d'apporter dans ces conditions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça dynamise tout le secteur, tous les secteurs. Le marché prend vraiment acte et que là, les fonds de private equity sont revenus. Ou alors les familles sortent de bourse adossées à des fonds. Donc il y a vraiment un niveau de valorisation qui interpelle et surtout dans un contexte. Alors depuis quelques jours, on a un peu plus de difficultés. Il y a un peu plus de bruit. C'est ça, la prime de risque du marché action européen est repartie à la hausse. Néanmoins, on a quand même des éléments macroéconomiques, en plus de la hausse des taux, de la baisse attendue plutôt des taux, qui ont aidé. Et c'est sous-jacent, à la fois l'idée quand même que quelques baisses de taux vont venir aider, ou en tout cas mettre un peu d'huile dans les rouages de la macroéconomie européenne, ça reste un facteur justement qui permet de regarder au-delà du bruit politique qui va nous accompagner au moins jusqu'au 7 juillet, pour dire les choses clairement. En tant qu'investisseur de long terme, comme vous dites, Clémence, c'est des fondamentaux qui normalement doivent permettre de rester constructifs sur ces marchés-là. Exactement, et il y a un bon proxy de marché si vous regardez le segment des micro-caps, donc vraiment les plus petites capitalisations, inférieures à 500 millions d'euros de capitalisation. Depuis le début de l'année, on a une performance qui est à peu près en ligne avec les mid-caps. Donc ça veut dire qu'en fait, elles ont arrêté de sous-performer. Alors, elles ont encore un retard qui est très fort, ne serait-ce que face aux small cap depuis 2 ans. Les small cap, ils sont encore, elles aussi, très sous-valorisées par rapport aux large cap, mais les micro cap, c'est vraiment le segment qui était encore plus à la traîne. On voit qu'elles arrêtent, en tout cas, le marché commence à revenir, à s'y intéresser. En revanche, à notre sens, il faudra qu'elles aient davantage le vent dans le dos pour que ça reparte pour que là, on ait l'incrémental, en fait, de performance, puisqu'il va falloir une confirmation de l'amélioration des indicateurs européens. Les PMI, c'est vraiment ce qu'on regarde en premier, les PMI européens. On voyait que ça allait un peu mieux, on est encore en contraction. Il y a certains pays qui peuvent inquiéter, l'Allemagne, au-delà du bruit politique qu'on a ces derniers temps, mais c'est vraiment des indicateurs d'économic surprise aussi en Europe. Ça allait mieux, on était à chaque fois au-dessus des attentes. Ça, c'est vraiment des indicateurs qu'on va regarder en plus des taux et du niveau de l'inflation. Et c'est des indicateurs
avec lesquels ces marchés de mid, small, micro sont fortement corrélés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, je veux dire, sur un historique long, c'est des corrélations qui marchent, qui sont très fortes. Alors PMI, les graphiques sont assez éloquents. La corrélation positive entre l'évolution des PMI et la performance des small cap, elle est importante. Et même avec l'évolution du prix du cuivre, qui est un bon indicateur. Le Dr Copper, quoi. Voilà, c'est ça, la bonne santé de l'économie mondiale. Un bon indicateur de l'évolution justement des PIB, etc. Donc il y a ça. Maintenant, c'est vrai que sur ces niveaux boursiers, on a quand même une décote. Moi, j'ai pas vu ça depuis. Ça fait 10 ans qu'on gère le fonds Family Small Cap. On n'a pas vu de décote. Il y avait toujours une prime, parfois même une prime sur la prime, comme en 2018. Ce qui expliquait l'éclatement de la bulle. Qui est la dernière année de vraie prime pour les small françaises notamment. Exactement. Donc là, c'est assez interpellant. Et puis la croissance des bénéfices par action est dans ce secteur-là. C'est dans les small et mid cap que vous allez avoir de la croissance des bénéfices par action cette année et pas dans les large cap. Dans cette phase de reprise, ces quelques mois de surperformance qu'on peut observer, Clémence, est-ce que vous observez quand même que la qualité est valorisée par les investisseurs? Est-ce que le facteur qualité est pris en compte ou est-ce que c'est quelque chose de plus général, sans grande discrimination à ce stade? Alors, il y a deux choses. Alors, on voit quand même un regain d'intérêt général. Les flux sont un peu plus importants sur la classe d'actifs small cap en général, et on le voit d'ailleurs, la collecte nous-mêmes, les intérêts des institutionnels, etc. Le téléphone, on appelle. Enfin, ça repart. Oui. Donc, ça veut dire qu'en face, nous, gérants, nous achetons. Donc, il y a un mécanisme, il y a quand même plus d'intérêt qui vient. En revanche, il n'y a pas de flux qui viennent en dehors de l'Europe. On n'a pas du tout... mais c'est le problème de toute la classe d'actifs equity européenne. Même pour les grandes capitalisations, c'est plus difficile. Donc on a ça qui est intéressant. En revanche, ce qu'on peut voir aussi, c'est que comme à chaque fois que la version au risque baisse, on a quand même des investisseurs qui sont plus enclins à prendre un peu plus de risques. Et c'est vrai que les small cap, les petites capitalisations sont quand même vus comme des titres plus volatiles, donc plus risqués. Et on voit certains titres, mais ça c'est plus corrélé finalement à l'anticipation attendue des taux, certains titres un peu plus endettés qui retrouvent les faveurs des investisseurs parce que le marché se dit, après tout... et ça crée des effets de soulagement un peu parfois violents, brutaux. C'est ça, il y a des titres qui étaient extrêmement vendus à découvert, donc les hedge funds étaient assez présents et on voit que quand on a des journées un peu plus euphoriques, on va dire, c'est ces titres-là qui sont achetés en premier parce qu'ils se couvrent et puis on voit que le marché est capable d'avoir un peu plus d'appétit sur ce qui est plus risqué. Mais en revanche, c'est pas forcément notre philosophie. Nous, on reste vraiment toujours acheter le même type de société. Mais c'est intéressant de voir quand même cette partie-là. Ça régénère quand même de l'appétit au risque, effectivement, même sur ces petites valeurs dans ces compartiments. Qu'apporte le facteur famille, justement, Clémence, là, 10 ans de track sur Richelieu Family. C'est un thème de long terme, l'actionnariat familial, l'actionnariat de contrôle, etc. Beaucoup d'investisseurs il voit beaucoup d'avantages. Il y a peut-être aussi des choses à surveiller. Bien sûr. Quand on est à côté d'un actionnaire de contrôle, est-ce que le minoritaire est forcément bien traité? Ça, c'est toujours une question. Mais qu'est-ce que ça apporte comme avantage? C'est un vrai sujet. Clémence, oui, c'est un vrai sujet. Je veux bien qu'on en dise un mot. Oui. Bien sûr. Il y a des caractéristiques communes, des atouts communs qui sont indéniables. Des entreprises familiales. Chez Richelieu, depuis 10 ans, on a recensé une base d'entreprises familiales. On a un peu moins de 500 sociétés identifiées. On compare à une base d'entreprise non familiale, donc qui est à peu près du même acabit. Qui sont des pairs, quoi. Oui, c'est ça, vraiment du même nombre de sociétés. Et les statistiques sont vraiment intéressantes. Dans notre base de données, on a plus de 40% des CIO, donc des patrons d'entreprises familiales, qui sont là depuis plus de 10 ans. Et alors qu'à côté, vous avez 15% des entreprises non familiales sont plus de 10 ans. Donc vous avez vraiment une stabilité à la fois actionnariale, stabilité managériale, et ça c'est vraiment intéressant parce que ça se matérialise dans les indicateurs financiers. Nos indicateurs financiers des entreprises familiales sont moins volatiles. Vous regardez les retours sur capitaux employés, les investissements en immobilisation, c'est moins volatile. Vous avez quand même une pérennité dans la stratégie qui est vraiment intéressante et puis une discipline dans l'allocation du capital. Ça, c'est évidemment le premier atout, beaucoup moins d'endettement. On a près de 30% de notre base qui est en trésorerie nette positive. Ça veut dire qu'elles autofinancent leur innovation, leur recherche et développement, investissement de long terme,
terme s'il en est. Elles autofinancent parfois des acquisitions. Elles n'ont pas besoin de faire appel au marché, ce qui était très intéressant avec des taux aussi élevés. Pas besoin de faire appel par le marché de la dette. Même au marché equity, qui diluerait la famille en plus, donc c'est moins intéressant pour elles. Donc il y a toutes ces caractéristiques-là. Et après, c'est intéressant de voir comment le marché valorise tout ça. Donc il y a deux points de vue. Alors déjà, très souvent, elles se traitent avec une prime, comme tout ce qui est vu comme qualité, avec une discipline, allocation du capital, etc. Donc il y a une légère prime quand même en valorisation, que nous sommes ravis de payer finalement quand vous avez une stabilité. Et surtout, sur le long terme, c'est assez intéressant. On voit qu'il y a une surperformance boursière qui est très intéressante. Et nous, ce qui nous importait, c'était vraiment de regarder les phases de baisse de marché et de voir comment elles se comportaient. Et en fait, on a vraiment elles résistent mieux en phase de baisse. On a une seule exception, qui était lors de la guerre commerciale sino-américaine sous l'ère Trump, où là, on avait une amplification de la performance à la baisse familiale, qui est due, à notre sens, à un biais sectoriel. Dans notre base, on a un peu plus d'industrie, un peu beaucoup plus de d'industrie et de tech, plus vulnérable, plus sensible aux frictions et aux tensions commerciales. C'est ça. Dans quel cas, alors, mis à part ce phénomène spécifique, mais dans quel cas, et j'imagine que les échecs ou les mauvaises expériences d'actionnaires familiales, ça doit être intéressant à observer, à analyser en tout cas. Dans quel cas est-ce que ça peut être un vent contraire pour l'investisseur minoritaire? Il y a plusieurs choses. Vraiment, il faut qu'il y ait une convergence d'intérêts entre nous, minoritaires, et la famille pour une création de valeur boursière. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés... Donc bien comprendre la stratégie de la famille, où elle veut aller, ses enjeux familiaux peut-être même de succession, de transmission. Alors ça, c'est encore autre chose. Oui, mais est-ce que la famille est claire avec sa stratégie, ses enjeux, est-ce qu'elle est transparente avec ses objectifs? Et est-ce que vraiment pour elle, la progression de son cours de bourse est important, ou on a quand même une dictature du court terme en bourse, et on a une valorisation dans notre fonds qui est quotidienne, donc évidemment on a quand même des besoins de performance. Oui, on ne peut pas attendre 10 ans, quoi. C'est difficile. Non, mais il faut le temps long, bien sûr. D'où l'intérêt d'avoir une gestion agile et active, et de pouvoir égrener ou augmenter nos positions en fonction de ça. Donc vraiment essayer d'avoir ça. Et puis la gouvernance, en fait, c'est le nerf de la guerre. Pour nous, c'est un critère très important de sélection des entreprises. C'est-à-dire que on a sous-pondéré dans nos critères ESG la gouvernance, parce que en fait, elles sont mal notées en ESG, parce que l'indépendance du conseil d'administration, elle est moins forte. Donc évidemment, elles se font plutôt saquer par les agences de notation. Mais pour nous, c'est plutôt bien que la famille soit au board. En revanche, la gestion de la succession, c'est éminemment très important. Le fait que la famille dirige ou pas, pour nous, ce n'est pas un critère. Parce qu'on a des exemples où la succession s'est très mal passée. On va citer personne. On a des exemples où finalement, on a des sociétés qui, depuis le départ de leur fondateur, sont les plus belles réussites d'entreprises familiales. Publicis, L'Oréal ont été gérées par la famille que les quelques années. C'est pas un facteur discriminant, quoi. Non, ça ne l'est pas, parce que justement la sélection, la façon pour nous de juger une société, son management ne va pas dépendre de ce critère familial ou pas. On va regarder plutôt ce qu'on appelle le track record, quand le management a fait des acquisitions, est-ce qu'il y a eu des créations de valeur. On va regarder la façon de communiquer au marché. Ça, c'est vraiment le point le plus important. La transparence, et parfois ça peut manquer dans certaines entreprises familiales, et ça c'est un élément important. Qui se sentent moins obligés peut-être que d'autres types d'entreprises d'être transparentes et d'avoir une communication financière appropriée. Bon, après, quand on est coté, on accepte les règles effectivement du marché coté. Merci beaucoup Clémence. Merci. Clémence de Roti-Jacob qui était avec nous pour évoquer les enjeux des marchés de small et mid cap en France et en Europe, gérante chez Richelieu Gestion.